Oui, Je n'ai pas activé. Ah, ok. Je n'ai pas activé le son de Fanina. Bonjour. Bonjour, madame. bonjour madame. Donc, la diapo, elle est partagée. Oui, madame, elle est partagée. Ok. Donc, nous sommes arrivés aux hormones stéroïdes sexuelles femelles, c'est ça? Oui, madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Ah, Pour le syndrome des ovaires polykystiques, est-ce qu'on doit juste comprendre que c'est un problème central? Il est dû à un LH élevé qui stimule un les ovaires? problème. C'est pas un problème central. Je vous ai dit que la l'âge elle est un peu élevée, mais c'est pas un problème central. C'est un problème au niveau des ovaires. Ça peut aussi être central, mais c'est pas uniquement central. C'est que dans le syndrome des ovaires polykystiques, vous avez les follicules qui sont recrutés dans chaque cycle. Donc, la normale, c'est que même s'il y a plusieurs follicules qui sont recrutés, il y a un seul qui arrive à la maturation, c'est le follicule de D2 grave. Dans les ovaires, dans le syndrome des ovaires polykystiques, donc il y a un problème de maturation de ces follicules-là. C'est trop détaillé, on n'a pas le temps pour expliquer les détails. Et que tous les follicules, donc, ils continuent à grandir sans atteindre le follicule de D2 grave. Des fois, donc, l'ovulation, elle est arrêtée. C'est pas tout le temps l'ovulation, elle est arrêtée, bien sûr. Après, ces follicules-là, donc, ils peuvent se transformer en kystes. Et quand on explore biochimiquement les ovaires polykystiques, généralement, le taux de LH, on le retrouve élevé. OK? On Le LH est donné par les ovaires kystiques. Et voilà, c'est parce que c'est toute une régulation, parce qu'il y a un manque des hormones féminines, ce qui fait rétro-stimule l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais c'est beaucoup plus, il y a une sensibilité à la LH qui augmente. Et la LH, tellement elle est connue, elle stimule la synthèse des androgènes, donc au niveau des ovaires. Donc, il y a une hyperandrogénie ovarienne, voilà, ovarienne, qui peut être responsable des différents signes des syndromes des ovaires polykystiques, comme la femme, elle peut avoir un hirsutisme, peut avoir des dysrégulations de cycle menstruel, elle peut avoir des problèmes de fertilité. Voilà, donc tous les problèmes qui peuvent être liés à l'hyperandrogénie. OK? D'accord. Et pour les tumeurs virilisantes de l'ovaire, pourquoi dans la pathologie de l'hypertrichose, on a la testostérone, elle est diminuée? Dans l'hypertrichose, c'est le récepteur qui est autoactif. OK? Donc, c'est pas lié au problème de la quantité de testostérone. C'est à l'intérieur de la cellule, c'est que le récepteur, il est tout le temps actif. OK? Ou bien il est très actif. Madame, on est concerné par ces détails. Non, c'est juste que vous posez des questions, je réponds. D'accord. Madame, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre l'insuffisance rénale aiguë et chronique? Pourquoi on a fait l'insuffisance surrénalienne, tu veux dire? Oui, voilà. Surrénalienne. Aiguë, ça veut dire c'est quelque chose qui se... Parce que ça veut dire que le patient avait quelques jours avant, bien un mois avant, une fonction surrénalienne normale. Tout d'un coup, il perd les fonctions de la surrénale suite à un problème qui survient rapidement, par exemple un traumatisme, une intervention chirurgicale, un accident qui traumatise la surrénale. OK? Donc, c'est quelque chose de rapide. Chronique, c'est une destruction chronique de la surrénale par des auto-anticorps, par des agents infectieux, par des accumulations des éléments comme le fer. Donc, c'est quelque chose qui se produit chroniquement, c'est-à-dire d'une façon chronique, pas en aigu.
On doit commencer le cours, sinon on ne va pas finir. C'est la première fois que ça m'arrive. Je fais 2 fois par semaine et je n'avance pas dans les cours. OK? Je Non, commence. d'abord, vous avez dit... Il nous reste combien de séances? On commence, on fait le cours, après on verra combien il va nous rester de séances. OK, les hormones stéroïdes sexuelles femelles. Donc, les hormones sexuelles femelles sont des hormones qui sont synthétisées par les ovaires et le placenta. Mais évidemment, on les retrouve aussi chez le sexe masculin. Mais la quantité elle est plus importante chez le sexe féminin. Donc, 2 grands types d'hormones femelles sont les oestrogènes et la progestérone. Concernant les oestrogènes, ils sont au nombre de 3. OK? Donc, ils sont au nombre de 3. Vous avez l'œstrone, l'œstradiol et l'œstréol. OK? Sachant qu'il y a une possibilité de conversion, par exemple, de E2 en E1. Donc, si on examine la structure de E1, E2, œstréol, à votre avis, c'est quoi la différence entre les 3 structures? L'emplacement des fonctions hydroxyles. Les groupements substitutifs. Même le nombre. C'est le nombre. Le nombre de OH. L'œstrone, il a une fonction cétone. Il a une fonction cétone. Et vous avez l'œstradiol au lieu de la fonction cétone. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle œstrone. On, c'est par rapport à cétone. Après œstradiol, c'est par rapport, c'est-à-dire il a 2 OH, 1 et 2. Et œstréol, il a 3 EH, 1, 2 et 3. OK? La biosynthèse, donc au niveau des ovaires et du placenta, donc ils sont toujours, comme tous les stéroïdes, synthétisés à partir du cholestérol. Après, il y a aromatisation. Tous les oestrogènes sont caractérisés. Ce sont les seuls hormones stéroïdes qui contiennent un cycle aromatique. OK? Donc, ça s'appelle l'aromatisation du cycle A par une aromatase, donc, qui est présente dans les microsomes de la granulosa. L'action de l'aromatase, donc grâce à l'aromatase, on peut passer de l'androstendione vers l'œstrone ou bien de la testostérone vers l'œstradiol. Voilà. Donc, à partir de la testostérone, l'aromatisation du cycle A de la testostérone, elle donne directement l'œstradiol. C'est pour ça qu'on a dit que la testostérone au niveau ovarien, donc c'est un précurseur de l'œstradiol. Et si on passe à partir de l'androstendione, grâce à l'aromatase, on va synthétiser l'œstrone. OK? Et grâce à la 16-alpha-hydroxylase, donc l'œstradiol, donc elle peut se transformer en œstréol et même l'œstrone, une fois convertie en E2, elle peut être transformée en œstréol. Le catabolisme, c'est la même chose avec tous les oestrogènes, avec tous les stéroïdes. C'est toujours une synthèse des molécules plus hydrophiles pour avoir une possibilité d'élimination rénale. Pour les fonctions et les caractéristiques, donc pour l'œstradiol, il est c'est-à-dire connu comme le principal oestrogène chez la femme en âge de reproduction. OK? Donc à partir de l'âge adulte, donc la puberté jusqu'à la ménopause, donc le taux de E2, donc c'est le plus important des oestrogènes. Et comment ces oestrogènes sont synthétisés? C'est par la conversion enzymatique des androgènes. Là, comme on vient de voir, soit à partir de la testostérone, soit à partir de l'androstendione. Mais après la ménopause, la femme après la ménopause, donc comment elle synthétise l'œstradiol? Elle le synthétise par une aromatisation périphérique, soit au niveau hépatique, soit au niveau des tissus adipeux et même tissus musculaires, des androgènes qui sont surrénaliens, pas ovariens. C'est pour ça que le taux de E2 après la ménopause, donc il est plus bas que durant la phase de reproduction. Chez l'homme, l'œstradiol, donc à 20% de l'œstradiol du sexe masculin, il est synthétisé
dans les cellules de Sertoli, alors que la grande partie de l'ostradiol du sexe masculin, elle est issue de la conversion périphérique des androgènes. Évidemment, ce seront toujours les androgènes surrénaliens beaucoup plus qui sont convertis en ostradiol. L'œstrone est le E1, donc l'œstrone. Attendez, là c'est pas placentaire. Donc pour l'œstrone, c'est un non véritable hormone ovarien. Donc les ovaires, ils sécrètent très faiblement l'œstrone chez la femme en âge de reproduction et conversion enzymatique par la conversion enzymatique de l'androsténione. Chez la femme ménopausée et chez l'homme, le E1 et le sulfate, c'est le principal oestrogène circulant. Donc le E1, l'œstrone, à vrai dire, on le retrouve beaucoup plus chez le sexe masculin et chez la femme ménopausée. L'œstriol, donc celui-là, donc l'œstriol, c'est chez la femme en reproduction, on trouve de très faibles concentrations. Par contre, au cours de la grossesse, on trouve des quantités très massives. Donc, c'est une hormone, c'est-à-dire beaucoup plus placentaire. Donc, quantité massive, elle s'est synthétisée par l'unité fœto-placentaire, par l'hydroxylation hépatique de E1 et de l'E2. Les rôles. Quelle est la fonction de l'œstradiol chez la femme? Donc, elle a une action sur le tractus génital femelle. C'est comme les androgènes chez l'homme, le développement des caractères et tout et tout. Au niveau de l'endomètre, donc, elle induit l'augmentation de l'épaisseur. Au niveau de myomètre, elle augmente la puissance et la fréquence de la contraction. Au niveau du col utérin, elle participe à l'apparition de la glaire cervicale et au niveau des glandes mammaires, elles agissent sur la croissance des canaux galactophores. Donc, c'est pour ça, par exemple, à partir de ces fonctions-là, on va comprendre l'utilisation ou bien les effets de l'œstradiol. Par exemple, quand on parle de l'effet métotique sur la muqueuse utérine et le sein, donc c'est pour ça que l'œstradiol, c'est parmi les facteurs de risque du cancer du sein, par exemple. Quand une femme, elle prend une contraception à base d'œstrogène ou bien qu'elle est exposée à des concentrations très élevées d'œstrogène, par exemple à un âge avancé, donc c'est parmi les facteurs du risque du cancer du sein. Quand on parle de myomètre, donc de l'activité musculaire, donc de la contraction, c'est pour ça, par exemple, quand il y a un déséquilibre dans une grossesse, quand il y a un risque d'une fausse couche par contraction prématurée, on essaye toujours de donner de la progestérone parce que durant la grossesse, il y a toujours un rapport entre la progestérone et l'œstradiol qu'il faut respecter. La progestérone, elle relâche le muscle, alors que l'œstradiol, donc, elle stimule la contraction. Donc, quand il y a un risque, par exemple, de fausse couche, donc, on donne de la progestérone pour contrarier l'effet de l'œstradiol. Au contraire, si la femme, par exemple, elle arrive à terme 40 semaines et qu'elle n'a pas de contraction pour accoucher, donc des fois on déclenche les contractions par des ovules qui sont à base d'œstradiol en utilisant cet effet de contraction de l'œstradiol. Si on parle par exemple de la glaire cervicale, donc au niveau du col utérin, c'est pour ça par exemple à J14, donc, il y a quand même une sécrétion importante de la glaire cervicale au niveau du vagin. Donc, c'est-à-dire ça participe à créer un environnement c'est-à-dire préserver après en cas de fécondation par les spermatozoïdes. Sur les glandes mammaires, donc cet effet de croissance des canaux galactophores, évidemment, donc ça prépare la maman donc,
la femme plutôt. Donc, ça, elle prépare la femme pour l'allaitement en cas, évidemment, de fécondation et de grossesse. Docteur, Anam, on entend souvent le terme Sento pour les femmes qui viennent s'accoucher. Est-ce que c'est de l'estradiol ou bien c'est de non, l'ocytocine? Sento, c'est des, comment on appelle ça? C'est des prostaglandines. C'est-à-dire, c'est à peu près comme les prostaglandines. Il crée une réaction inflammatoire. Après cette réaction, donc elle engendre des contractions, mais c'est pas de l'ostradiol. L'ostradiol, c'est l'ovistin, c'est des ovules. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, ovistin. Généralement, vous avez fait des stages en Mazel. Enfin, vous êtes en 2e année. La Sento, c'est à peu près comme des prostaglandines, donc elle crée une inflammation. Une inflammation après des contractions. L'ostradiol, c'est l'ovistin. Mais même l'ostradiol, il est donné. Hein? C'est-à-dire, en cas, par exemple, pour déclencher les contractions. Donc, on commence déjà par l'ouverture. On dit pour l'ouverture du col. Donc, on peut donner des ovules d'ovistin, d'ostradiol. Après, si c'est-à-dire, on ne réussit pas juste avec l'ostradiol, donc on continue avec la Sento et tout. OK? Il y en a aussi des molécules encore plus actives sur la contraction, mais qui sont c'est-à-dire qui ne sont pas utilisées parce qu'elles présentent quand même un risque pour la femme. Les rôles de l'œstrogène, donc vous avez l'action métabolique générale, donc il y a l'augmentation de la fixation du calcium. C'est pour ça, après la ménopause, qu'est-ce qui se passe pour la femme? Il y a une ostéoporose. Elle développe une ostéoporose juste après la ménopause parce que c'est à cause des effets sur la fixation du calcium. Surtout si elle souffre encore d'un déficit en vitamine D. Donc, les oestrogènes jouent un rôle dans la minéralisation osseuse et aussi c'est elle qui exerce un effet rétrocontrôle positif ou négatif. Pourquoi on dit positif ou négatif? Parce que les oestrogènes, ce qu'on a dit, varie. hein? Mais parce que durant l'ovulation, ils vont exercer. Voilà, durant l'ovulation, pour l'ovulation, donc les oestrogènes, ils exercent un effet rétroactif positif, même si le taux il est augmenté. OK? Sur la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires. Donc, le pic des oestrogènes à G14, il est responsable de pic de LH. Après le pic de LH, il va induire au niveau du follicule la synthèse des enzymes. Et ces enzymes-là, elles vont digérer la membrane. C'est comme ça qu'il y aura, c'est-à-dire libération de l'ovocyte et ovulation, ce qu'on appelle ovulation. Le rôle aussi des autres oestrogènes, le E1, on a dit que le E1, c'est le principal oestrogène retrouvé chez l'homme et chez la femme après la ménopause. Les fonctions biologiques spéculatives, mais possibles effets régulateurs qui exerceraient la conversion de E1 en E2. Ça veut dire que les effets de E1 ne sont pas directs. Généralement, ils sont indirects. C'est après qu'ils soient transformés en E2 qu'on aura l'effet des oestrogènes. OK? Et le fait de E3, même si c'est le E3, on a dit qu'il est synthétisé par l'unité phytomaternelle placentaire. Ça veut dire il faut qu'il y ait une grossesse pour avoir des taux d'E3 très élevé, mais il n'y a pas un rôle comme ça biologique très défini de E3. Il est juste connu comme un marqueur de la vitalité fœtale. OK? C'est un marqueur de la vitalité fœtale. Ça veut dire, tant qu'il y a des E3 élevés, ça veut dire que l'unité fœtus placenta, elle marche très bien. Phytomaternelle placentaire, elle marche très bien. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris le fait rétrocontrôle. Pour l'ostradiol. L'ostradiol, normalement, les hormones, toutes les hormones-là qu'on a vues, l'axe hypothalamo-hypophysaire, quand elles sont à concentration basse, ils induisent la stimulation. Mais s'ils sont à concentration normale ou élevée, ils n'induisent pas la stimulation. Les oestrogènes, ils présentent cette particularité, c'est qu'à G14,
quand ils dépassent, ils augmentent. Quand ils dépassent une certaine concentration, ils vont encore induire une stimulation très importante. Normalement, ils doivent inhiber, mais c'est le contraire qui se passe. Ils stimulent encore la sécrétion de la LH. Okay? Ça s'appelle l'effet rétropositif de l'oestrogène AG14, qui est responsable du pic, on va voir après, du pic du LH. La progestérone, donc la progestérone, si vous vous rappelez, c'est-à-dire si l'oestrogène se retrouve à la fin des maillots de synthèse des stéroïdes, la progestérone, elle est juste après la prégnénolone. Donc c'est pour ça que c'est une hormone à G20, 21 carbone, alors que les oestrogènes ils sont à 18 atomes de carbone. Donc, et on a dit au début du cours que la progestérone, elle est considérée comme hormone dans certains tissus et comme un précurseur dans un autre tissu. Si je prends la progestérone au niveau de la cortico-surrénale, c'est un précurseur des hormones stéroïdes. Mais si je prends la progestérone au niveau des ovaires ou bien au niveau des autres organes où elle a des récepteurs, donc la progestérone, c'est une hormone dans ce cas-là. C'est une P4, ça veut dire que la double liaison ici, elle s'est déplacée à la carbone 4 par rapport à la prégnénolone. La progestérone, donc il y a un arrêt à ce stade, donc le corps jaune par exemple, donc je ne sais pas ce que vous avez fait le cycle menstruel, après l'ovulation, le follicule, il se transforme en corps jaune. Et le corps jaune, il synthétise, donc il a la particularité de transformer uniquement la prégnénolone en progestérone et il s'arrête là. C'est pour ça que les taux de progestérone, ils augmentent après l'ovulation parce que le corps jaune ne peut pas continuer la synthèse des oestrogènes. Donc, il s'arrête vers la synthèse de la progestérone. Chez la femme en âge de reproduction, non enceinte, synthèse ovarienne, on peut avoir une petite synthèse, évidemment, c'est la synthèse ovarienne, mais la surrénale, elle est faible. Pourquoi? Parce que la progestérone surrénalienne, elle est toute transformée en stéroïde surrénalien. Chez la femme enceinte, la progestérone, ça dépend des phases. Au début de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à 3 semaines, c'est le corps jaune qui synthétise la progestérone. Mais après 12 à 14 semaines, quand le placenta devient mûr, c'est le placenta qui prend le relais et synthétise la progestérone. Chez l'homme ou la femme ménopausée, la synthèse de la progestérone, elle est uniquement surrénalienne. Chez l'homme, évidemment, il y a aussi les testicules qui synthétisent la progestérone, mais la quantité, elle est minime par rapport à la femme, évidemment. Madame, à part le corps jaune, les autres organes, tous, ils utilisent la progestérone comme précurseur. Non? À part le corps jaune qui synthétise le progestérone pour être utilisé en cas de grossesse. Les autres organes, tous, ils utilisent le progestérone comme précurseur. Non, c'est pas, même si c'est pas juste par précurseur. Donc, c'est-à-dire la progestérone, elle a des effets, on va voir. Donc, la progestérone, elle agit sur l'utérus. Donc, l'utérus, il utilise cette progestérone comme hormone. Il a des récepteurs de la progestérone. Elle transforme la muqueuse. Avec les oestrogènes, on a dit que les oestrogènes, elle a un effet métotique sur la muqueuse. C'est-à-dire, il y a une multiplication cellulaire pour synthétiser la muqueuse de l'utérus. Mais cette muqueuse-là, elle devient sécrétoire après l'action de la progestérone. Donc l'utérus, il a des récepteurs de la progestérone. Donc, la progestérone n'est pas uniquement au niveau du corps jaune, ok? Donc, tous les organes, ils synthétisent, tous les glandes concernées par la synthèse des hormones stéroïdes, elles synthétisent la progestérone. Mais l'organe le plus important, c'est le corps jaune et le placenta, ok? Mais il y a une petite quantité qui échappe de la part de la surrénale, il y a une quantité qui échappe au niveau des testicules et même au niveau des ovaires. Donc, cette petite quantité, donc, elle va rechercher ces récepteurs qui sont un peu partout dans le corps pour avoir son action. Donc, parmi ces actions-là, donc, vous avez l'action sur la muqueuse, je dis, elle transforme la muqueuse déjà préparée par l'œstradiol en muqueuse sécrétoire. Donc, elle sécrète comme une colle. Elle forme la dentelle endométrielle. Cette colle-là, elle est responsable de fixer le fécondé.
C'est pour ça, si par exemple, elle inhibe aussi les contractions utérines. C'est pour ça, je vous ai dit, en cas par exemple de menace de fausse couche, par exemple, on donne de la progestérone. La progestérone, elle joue le rôle de la colle. C'est comme si elle va coller l'œuf fécondé au niveau de l'utérus. OK? Et elle inhibe les contractions utérines. C'est pour ça, par exemple, une femme qui présente une fausse couche, quand elle arrive presque à terme, on arrête la progestérone pour avoir la contraction utérine. Parce que si on continue avec la progestérone, donc la contraction utérine, elle est inhibée. Aussi, la progestérone, elle induit la croissance des acinis des glandes mammaires. On a dit que les oestrogènes, ils stimulent la croissance des canaux galactophores. Donc, à vrai dire, les oestrogènes, ils ont tout ce qui est un effet métotique. Donc, c'est-à-dire la réplication cellulaire. Et la progestérone en a un effet productif. Par exemple, au niveau des seins, la croissance des seins, des canaux et tout, c'est réalisé, donc c'est activé par les oestrogènes. Après, quand on passe à la production du lait, ici la production de la glaire et tout, épaisse, donc c'est la progestérone qui le régule. Et elle entraîne aussi une remontée de la température et maintien de la température au-dessus de 37. C'est pour ça, juste après l'ovulation, donc la température chez la femme, elle augmente. D'ailleurs, avant, c'était le marqueur de l'ovulation, la surveillance de la température du corps. Cette élévation de la température, donc, c'est le témoin de l'ovulation. Voilà comment ça se voit dans cette figure. Donc, la température, elle est au-dessous de 37 jusqu'à G14 et juste après l'ovulation, elle remonte au-dessus à peu près 37,5. Elle reste à peu près stable juste avant c'est-à-dire les règles. Donc, la température, elle chute au-dessous de 37. La régulation maintenant des hormones, que ce soit les oestrogènes et la progestérone, donc, elle est régie par l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais aussi le placenta quand la femme elle est enceinte. Donc, l'hypophyse, donc déjà, l'hypothalamus, elle sécrète le GnRH et qui stimule l'hypophyse pour sécréter la FSH et la LH. Et le placenta, comment il participe à la régulation? En sécrétant la CG. La CG, c'est l'équivalent de la LH. OK? La CG placentaire, exactement, c'est l'équivalent de elle a les mêmes fonctions de la LH. La CG placentaire, pourquoi il est sécrété au début de la grossesse? Donc, c'est lui qui stimule le corps Jean pour synthétiser, pour maintenir le corps Jean pour synthétiser la progestérone. Donc, ces hormones ont pour fonction principale de réguler la libération des oestrogènes de la progestérone, donc les gonadotrophies hypophysaires, FSH-LH, sous le contrôle d'une neurohormone hypothalamique, la GnRH, encore appelée la LHRH. Donc, la libération pulsatile de la GnRH varie en fréquence et en amplitude tout au long du cycle menstruel sous les influences stimulatrices ou inhibitrices de certains facteurs hormonaux ou neuroendocriniens. Donc, la régulation endocrine de la reproduction fait intervenir un dialogue. Il faut que tous les maillots de dialogue soient intacts entre le complexe hypothalamo-adéno-hypophyse et les gonades. La FSH, donc si je prends la FSH et la LH, la FSH, c'est quoi son rôle? La FSH, donc, c'est beaucoup plus, elle stimule tout ce qui est cellulaire, ok? Elle promouvoir et soutenir la croissance des follicules ovariens, la synthèse de son propre récepteur au niveau de la granulosa des cellules de Sertoli, et aussi, elle a comme action, c'est elle qui active l'aromatase. Elle stimule l'activité de l'aromatase dans les cellules de granulosa. C'est elle qui est responsable du choix de follicules dominants et elle provoque la libération de l'inhibine aussi. La LH, par contre, donc si la FSH elle a beaucoup plus de fonctions cellulaires, ça veut dire activation des cellules, multiplication des cellules, expression des récepteurs. Donc la LH elle a une fonction beaucoup plus métabolique. Donc c'est quoi les fonctions? Donc, promouvoir la synthèse des androgènes. C'est la LH qui stimule la synthèse des androgènes par les cellules técales de l'ovaire. Après, une fois ces androgènes sont synthétisés, donc ils sont transformés par l'aromatase en oestrogènes. Donc, si je prends... Docteur,
L'FSH, c'est tout ce qui concerne la structure. La LH, c'est tout ce qui concerne la fonction, c'est ça. Même fonction. Mais c'est pas à 100%. Par exemple, la FSH, par exemple, c'est elle qui active l'aromatase. OK? C'est elle qui active l'aromatase. La LH, c'est la synthèse des androgènes. Elle stimule beaucoup plus la synthèse des androgènes. Donc voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter l'hypothalamus, soit en stimulant, soit en inhibant la sécrétion de GNRH. Si je prends par exemple la leptine, elle est considérée comme une hormone qui est sécrétée par le tissu graisseux, adipeux, donc elle stimule la synthèse de la GNRH. La noradrénaline, donc elle stimule la sécrétion de la GNRH, la dopamine et le CRH, celui qui stimule la CTH, il inhibe la sécrétion de GNRH. Les endorphines, ils diminuent la sécrétion de GNRH, ok? Et après cette GNRH, elle stimule la synthèse de FSH et LH, et au niveau des ovaires, on stimule la synthèse des oestradioles, de progestérone, plus deux autres hormones, inhibine et activine. L'inhibine et activine, c'est quoi la particularité? C'est que vous avez l'oestradiol et progestérone, ils peuvent réguler soit au niveau hypophysaire, soit au niveau hypothalamique. Et l'oestradiol, comme je vous ai dit, elle a un effet rétroactif négatif et positif juste à l'ovulation. Mais pour l'inhibine et l'activine, donc celles-là, elles sont sécrétées sous l'action de la FSH. Donc, elles ont une action uniquement au niveau de l'hypophyse. Inhibine par ce nom, elle inhibe donc la sécrétion de FSH, et l'activine par ce nom, elle stimule la sécrétion de la FSH et de la LH. Madame, je m'excuse. Ouais. Tu peux expliquer tout doucement parce que tu es en train de... Vraiment rapide, on n'arrive même pas à comprendre. J'ai dit, donc là, c'est la régulation. C'est-à-dire que l'hypothalamus, il reçoit des signaux, soit inhibiteurs, comme c'est le cas de la dopamine, de CRF. CRF, c'est le CRH, du cortisol. Voilà, cela qui est soit les endorphines. Donc, tout ça, c'est des signaux qui inhibent la GNRH. Il y a aussi des signaux de stimulation, comme la noradrénaline, la leptine. Il y en a d'autres, hein. On n'a pas représenté tous les facteurs ici. Une fois l'hypothalamus, il sécrète la GNRH. La GNRH, elle stimule l'hypophyse pour sécréter quoi? FSH, LH. LH. Exact. FSH, LH au niveau des ovaires. Qu'est-ce qu'elle va faire, la FSH? On va résumer. FSH, on a dit quoi? Elle stimule la croissance des cellules, la synthèse de récepteurs, et quoi d'autre? Le choix de follicules, et la synthèse de l'aromatase. OK? Et la LH, qu'est-ce qu'elle fait? La synthèse. Métabolisme, beaucoup plus métabolisme. Synthèse des androgènes. Donc, les androgènes synthétisés et sont transformés par l'aromatase activée par la FSH, et on va avoir l'oestradiol. Et vous avez évidemment une quantité de la progestérone qui est sécrétée, mais qui est minime par rapport à l'oestradiol. Les deux, ils vont avoir des feedbacks, comment? Des feedbacks, déjà, des feedbacks négatifs. OK? Un feedback négatif qui va inhiber l'hypothalamus pour la progestérone et inhiber soit l'hypophyse et l'hypothalamus par l'oestradiol. Mais l'oestradiol, il a la particularité d'avoir aussi un effet Positif. Feedback positif. Quand est-ce? Alors, Juste avant l'ovulation, qui est responsable du pic de LH. Le pic de LH, il est responsable de quoi? L'ovulation. De l'ovulation par la sécrétion des enzymes. Donc, il va induire la synthèse des enzymes qui vont détruire l'ovofollicule et libérer l'ovocyte. En même temps, les ovaires, ils synthétisent d'autres hormones de régulation qui est l'inhibine et l'activine. L'inhibine, elle fait quoi? Elle inhibe l'hypophyse. Pour la sécrétion de FSH et LH. Et l'activine, elle fait quoi? Elle active la sécrétion de la FSH et la LH par l'hypophyse. Quelle est l'hormone qui stimule beaucoup plus à la synthèse d'inhibine et l'activine? C'est la FSH ou la LH? C'est LH. Non, c'est la FSH. FSH. C'est la FSH qui stimule la sécrétion de inhibine et activine. Donc, à vrai dire, qu'est-ce que vous allez comprendre? Il faut que tous les acteurs travaillent comme il le faut. OK? On ne peut pas avoir une fonction FSH normale, LH
détériorer, avoir un axe normal. Ok? Donc, ça travaille en harmonie. FSH, ALH, ils doivent travailler en harmonie pour avoir une bonne synthèse de l'oestradiol et de la progestérone. Là, l'inhibine et l'activine, quand est-ce qu'ils interviennent? À tout moment, c'est-à-dire ils sont sécrétés, on va voir après les cycles. Là, c'est-à-dire, on va voir juste après le cycle de sécrétion. Il y a le cycle après ici. On va expliquer après le cycle de sécrétion ici. Donc, vous avez ici, juste pour vous expliquer, cette synthèse des hormones, des stéroïdes au niveau, qu'est-ce qu'on a dit au niveau des ovaires? L'ovaire, on a dit, il a deux couches. La thèque interne, c'est celle-là, et la thèque interne. Et la thèque interne, et la deuxième, là, Granulosa. la granulosa. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? On a dit qu'au niveau de la thèque interne, les androgènes ils sont synthétisés au niveau de la thèque interne. OK? Oui. Après, ils sont transformés en oestradiol via l'aromatase qui est synthétisée par FSH. la granulosa au niveau, et FSH au niveau de la granulosa. Donc, les androgènes ils sont synthétisés au niveau de la thèque interne. Ils passent à la granulosa où ils sont aromatisés en oestradiol. Tout ça sous l'action de la FSH et LH. Regardez, LH, on a fait stimule la synthèse des androgènes et même un peu de progestérone. Après, la FSH elle stimule l'aromatase pour transformer les androgènes en oestradiol. Et ces oestradiols-là, ils vont avoir les effets de régulation et les effets, évidemment, au niveau des différents organes. C'est clair? Ça, c'est à la phase folliculaire. OK? C'est au niveau de la phase folliculaire. Ovulation. Après, il y a ovulation. Donc, cette synthèse d'oestradiol, elle va augmenter jusqu'à avoir un pic de LH qui est responsable de l'ovulation. Et après l'ovulation, on parle de la phase lutéale. Pourquoi on parle de la phase lutéale? Parce que les cellules elles se transforment. OK? Elles se transforment, les cellules du follicule. Donc, voilà, elles se transforment. Le corps jaune en corps jaune, c'est quoi la différence entre le corps jaune et un follicule avant l'ovulation? Sans ovule. Sans ovule, oui, mais en même temps, même la structure des cellules, elle est différente. Regardez, l'organisation en bleu et en jaune. La thèque interne, on l'appelle... La membrane de Slava... La thèque interne, on ne va plus l'appeler thèque interne, on va l'appeler petite cellule. On ne va pas garder au niveau du follicule, au niveau du corps jaune, on ne parle plus de thèque interne et granulosa. On parle de petites cellules à la place de la thèque interne et on parle de grandes cellules à la place de granulosa parce que même les fonctions elles vont être un peu différentes. Pourquoi? Au niveau des follicules à thèque interne, on a dit qu'ils peuvent synthétiser uniquement plutôt les androgènes et que la granulosa, elle est juste responsable de l'aromatisation des androgènes. Mais au niveau du follicule, au niveau plutôt du corps jaune, regardez, donc au niveau des petites cellules, recrutement de cholestérol, synthèse, on peut synthétiser via la voie delta 4 la progestérone et on peut synthétiser les androgènes. Donc, à peu près, pour les petites cellules, il n'y a pas une différence par rapport à la thèque interne. Mais la différence, elle est au niveau des grandes cellules. Les grandes cellules, maintenant, elles-mêmes aussi, elles peuvent recruter du cholestérol et synthétiser des androgènes et sécréter de la progestérone. Mais elles sécrètent la progestérone en grande quantité. Et de l'oestradiol en petite quantité. OK? Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la phase lutéale, les taux de progestérone augmentent. Parce que les deux côtés, ils peuvent synthétiser de la progestérone. C'est pour ça qu'on dit le corps jaune, il synthétise presque que de la progestérone parce que la transformation
en oestradiol, elle est vraiment elle est minime par rapport à la progestérone. Il reste quand même une quantité d'oestradiol, mais c'est la progestérone qui est synthétisée en majorité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la phase lutéale. Okay? C'est la lutéinisation. Lutéinisation, c'est ce phénomène de transformation de la thèque interne en granulosant en cellules petites, en petites cellules et en grandes cellules. Pour les cycles de sécrétion, donc FSH-LH par exemple, vous avez une sécrétion normale basique. Après, vous avez le pic de LH à l'ovulation avec un petit pic de FSH. Si je prends les hormones, regardez le pic d'oestradiol. Il est juste avant le pic de LH. Voilà, donc c'est le pic d'oestradiol qui est responsable du pic du LH. Et regardez la progestérone, la concentration, elle est basse. Après l'ovulation, la phase lutéale, donc les concentrations de progestérone, elles augmentent. Côté inhibine les inhibines et tout, donc voilà, leur taux, il augmente après le pic de LH. Leur rôle, c'est de rendre les taux de LH et FSH à la base. Donc, de diminuer les taux de FSH et LH. C'est grâce à cette inhibine A et inhibine B. Donc, rapidement, le taux de FSH et LH, ils vont reprendre les concentrations basiques. Si je prends les températures, donc la température, elle augmente juste après l'ovulation. Et là, c'est par rapport à l'évolution. Ça, c'est l'évolution de l'ovocyte, du follicule. Et là, c'est par rapport à la muqueuse endométriale. Donc là, les cellules, elles deviennent grandes parce que les oestrogènes, c'est la multiplication. Et là, elles deviennent sécrétoires au niveau où il y a les taux de progestérone élevés. Madame, pourquoi l'inhibine B, elle est augmentée dans la phase folliculaire? Ça, parce que c'est un autre rôle. L'inhibine B, c'est l'inhibine A, l'inhibine B, donc elles ont des rôles différents. Donc, l'inhibine, même si vous avez remarqué que les taux de FSH et LH, ils ne sont pas très, très élevés en phase folliculaire. Donc, les inhibines, c'est pour maintenir, c'est pas pour inhiber, mais c'est pour maintenir des concentrations pas très élevées de FSH et LH durant la phase folliculaire et même durant la même chose durant la phase de TR. Elle intervient dans la régulation alors. La régulation, hein, oui. D'accord. À retenir, donc, qu'est-ce qui sont les points les plus importants à retenir jusqu'ici pour les androgènes et les hormones sexuelles féminines, c'est que les androgènes sont produits sous l'influence de LH par les cellules técales. Ok? Leur conversion en oestradiol a lieu dans les cellules de la granulosa grâce à l'aromatase. L'activité de l'aromatase, elle dépend de la FSH. Une sécrétion harmonieuse donc, de l'oestradiol, elle dépend de deux gonadotrophines, FSH et LH. Donc, il faut synthétiser les androgènes et les transformer par l'aromatase pour avoir l'oestradiol. Et que c'est le pic de LH hémicycle qui, en plus d'induire l'ovulation, il provoque des changements biochimiques et phénotypiques des cellules de la granulosa, connus sous le nom de lutéinisation. Ce pic de LH. Donc, la lutéinisation des cellules de granulosa les rend capables de produire beaucoup de progestérone. Et la progestérone est mesurable. C'est pour ça que, par exemple, dans l'exploration, donc on demande le dosage de la progestérone à J22, à la phase lutéale. On ne demande pas à la phase folliculaire. Elle est produite essentiellement par le corps jaune. Vous avez deux mécanismes principaux qui conditionnent l'intégrité du cycle menstruel. C'est le pic préovulatoire de l'oestradiol, qui est à l'origine du pic ovulatoire de LH, et aussi la lutéinisation qui commence à partir du 4e jour du cycle et le redémarrage de la sécrétion pulsatile de GnRH. Donc, toute perturbation d'un maillot de cette chaîne peut entraîner une aménorrhée. Les signes cliniques d'une perturbation des hormones, des stéroïdes sexuels femelles, donc ils peuvent être par exemple, cliniquement recherché par la classification de Tanner, qui, évidemment, stratifie le stade de développement pubertaire chez les filles. Madame, c'est le même que celui chez le garçon. Non, mais avec d'autres critères. J'ai kiff-kiff. C'est pas le même, non.
C'est-à-dire chez la fille, on recherche des signes cliniques, chez le garçon, c'est d'autres. C'est sûr que c'est pas le même. Et pour ce qui est hormonal, ça c'est pour ce qui est clinique. Et tout ce qui est, par rapport à tout ce qui est hormonal, on demande le dosage statique de la FSH, de la LH, de la progestérone, de l'oestradiol. Le dosage de la FSH, LH, oestradiol, on le demande au début G2, G3 du cycle. G2, G3 du cycle. C'est-à-dire durant la phase Folliculaire. folliculaire. Parce que FSH, LH, elle est beaucoup plus active durant la phase folliculaire. Et la progestérone, on demande le dosage de progestérone durant la phase Lutéale. lutéale. Exact. On appelle ça le bilan de fertilité. Et après, évidemment, on peut élargir ce bilan, ça dépend de ce qu'on recherche. Par exemple, parce que vous avez vu que parmi l'hypothyroïdie, par exemple, qui peut sécréter, qui stimuler la sécrétion de la TRH. Donc, la TRH, elle sécrète la prolactine. Et la prolactine est un inhibiteur de la GnRH. Donc, en cas d'hypothyroïdie, je peux rajouter le dosage de la TSH. En cas d'hyperandrogynie, je rajoute le dosage de la testostérone. Donc, on peut élargir ce bilan de fertilité. Ça dépend les signes cliniques c'est-à-dire accompagnent ce problème de fertilité. Mais la base, c'est ça. La base, c'est FSH, LH, progestérone, oestradiol. Mais on peut rajouter d'autres. La AMH, c'est un marqueur de la réserve folliculaire. Donc, de la réserve folliculaire, parce que chez la femme, c'est-à-dire la réserve folliculaire, donc évidemment, les follicules, donc la réserve à la ménopause, elle est presque négative. Donc, chez une fille, par exemple, qui cliniquement, c'est-à-dire sur le plan exploration n'a rien, donc on peut pousser l'exploration vers la recherche de la réserve des ovules. Est-ce qu'elle a encore des ovules ou bien elle n'a plus? Ok? Elle n'a plus. C'est le dosage de l'AMH. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est le bilan standard, mais il y en a d'autres marqueurs. S'il y a une hyperandrogynie, on rajoute la testostérone et le sulfate DHEA, la 17-hydroxyprogestérone pour explorer l'hyperandrogynie comme on a vu dans les androgènes. Donc, s'il y a une suspicion d'un adénome à la prolactine, on verra prélaxe de la prolactine. Donc, on va demander le dosage de la prolactine. S'il y a un problème d'hypothyroïdie, donc on demande le dosage de la TSH. Donc, tout ça pour avoir une exploration complète de la fertilité. Quand on parle de fertilité, pas uniquement chez la femme, mais aussi chez le sexe masculin. Il y a aussi les tests dynamiques. C'est les mêmes qu'on a vus chez le sexe masculin. Vous avez le test Clomid. Clomid, on a dit, c'est l'inhibiteur hypothalamique de la sécrétion de la GnRH. Donc, on va voir est-ce que il y a une réponse, une inhibition de la sécrétion ou pas. Donc, il est antagoniste plutôt de rétrocontrôle négatif. Donc, je dois avoir des sécrétions d'oestradiol. C'est le contraire. Je suis en train de dire des bêtises. Donc, le Clomid, donc, il est inhibiteur de rétrocontrôle négatif. Donc, normalement, je dois avoir une augmentation de taux d'oestradiol. D'ailleurs, le Clomid est un médicament qui est utilisé en cas, par exemple, de FIV, la fécondation in vitro, donc pour augmenter, pour provoquer l'ovulation et gérer l'ovulation. C'est-à-dire, le médecin, quand il y a des protocoles, évidemment, un peu compliqués, il n'y a pas que le Clomid, il y a tout un protocole avec des molécules et tout, mais le Clomid c'est un acteur principal qui induit le pic d'oestradiol après le pic de LH et il induit l'ovulation. Donc, comme ça, le médecin il peut maîtriser l'ovulation pour la ponction de l'ovocyte, et faire une fécondation in vitro. On stimule le GnRH, après le GnRH, il nous donne les oestradiols. C'est lâche beaucoup d'oestradiol. Après l'oestradiol, quand il dépasse un certain taux, il va induire le pic de LH. Mais on touche l'hypothalamus. Le Clomid, c'est l'hypothalamus.
Vous avez le test de LHRH. On a dit que le LHRH, c'est l'analogue de GNRH. Celui-là, il stimule l'hypophyse pour sécréter FSH-LH en recherchant les hypogonadismes hypogonadotrophes, par exemple. C'est quand on recherche un hypogonadisme hypogonadotrophe qu'on fait ce test-là. Donc, ça, c'est détail. Puisqu'on n'a pas le temps, on est obligé de passer. La PMA, ce n'est pas la peine. Les pathologies, donc des troubles de puberté chez la fille, donc vous avez les pubertés précoces, ça veut dire que, c'est-à-dire apparition d'une pélosité pubienne, début du développement mammaire chez un enfant âgé de moins de 7 ans. Et le problème des pubertés précoces, généralement, c'est hypophysaire, c'est-à-dire c'est des excès de sécrétion de FSH et LH, ou bien hypothalamique, ok, hypophysaire, ou bien c'est central, à vrai dire. Donc, les pubertés précoces, le problème, généralement, c'est central, qui induisent l'augmentation de la sécrétion de FSH et LH et maturation avant le temps des ovaires qui vont commencer le cycle et tout et tout. Il y a aussi, comme il y a des pubertés précoces, il y a des retards pubertaires. Donc, il y a des retards pubertaires, c'est le contraire. Donc, il y a un défaut, si c'est central, évidemment. Des fois, c'est central, des fois, c'est périphérique. Donc, mais beaucoup plus, c'est central. Donc, il y a défaut de sécrétion, insuffisance gonadotrophe. Des fois, c'est des défaillances ovariennes primitives. Le Turner, le X0, parce que dans le X0, la fille, elle a un seul X. Donc, il y a une insuffisance de molécules pour la maturation féminine. Donc, insuffisance hypophysaire globale. Et des fois, c'est un retard simple, c'est-à-dire idiopathique. C'est juste un retard qui va se réguler après. Voilà, se résoudre après. Madame. Chez la femme adulte. Madame. Hein, oui. Est-ce que vous pouvez répéter la cause périphérique? Quand c'est périphérique? J'ai dit les retards pubertaires, on peut avoir des retards centraux, c'est-à-dire c'est un défaut, que ce soit de la part de l'hypothalamus ou bien de l'hypophyse. Le résultat, c'est une diminution de la synthèse de FSH et LH, donc un retard de maturation des ovaires. Quand c'est périphérique, c'est l'ovaire lui-même qui est malade. Donc, il y a un problème au niveau des ovaires, où c'est-à-dire la maturation n'est pas possible. Donc, c'est des défaillances ovariennes, une défaillance, un problème ovarien, une anomalie, une malformation au niveau des ovaires. Ok? Ça s'appelle périphérique parce que c'est les ovaires qui sont atteints. Chez la femme, on parle d'aménorrhée, voilà, d'aménorrhée primaire ou secondaire. Aménorrhée primaire, ça veut dire que la femme n'a jamais eu ses règles et tout. Secondaire, ça veut dire que la femme, elle avait un cycle régulier normal. Après, c'est-à-dire, elle souffre d'une aménorrhée. Donc, évidemment, chez une aménorrhée chez une femme adulte, il faut toujours éliminer une grossesse en premier lieu. Et pour la classification de ces aménorrhées, on peut avoir les aménorrhées hypogonadotrophiques, ça veut dire c'est un défaut de sécrétion de FSH et LH. Aménorrhée par simple retard pubertaire, c'est-à-dire tout est normal, c'est juste un problème, c'est-à-dire de retard de maturation des organes qui se résout avec le temps. Et vous avez les aménorrhées eugonadotrophiques, ça veut dire il y a une aménorrhée, mais le taux de FSH et LH ils sont normales. Et vous avez les aménorrhées primaires par anomalie des organes génitaux. Les hormones hypophysaires et l'ostradiol, ils sont normaux. Mais il y a un problème, une malformation au niveau des ovaires. Et vous avez les aménorrhées hypergonadotrophiques. Hypergonadotrophiques, ça veut dire FSH-LH élevé. Dans ce cas-là, sûrement, les hormones, elles sont basses. L'ostradiol, elle est basse. OK? Donc, il y a un défaut de synthèse de l'ostradiol qui donne FSH, LH élevé. Par exemple, absence d'ovaire, une dysgénésie, un syndrome de Turner. C'est des malformations. Généralement, c'est des malformations. Madame, quand c'est eugonadotrophique, vu que les oestrogènes sont normaux, c'est quoi le problème? Et c'est très compliqué, justement. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. C'est un peu compliqué à expliquer. On ne peut pas l'expliquer parce que c'est des détails en plus. Madame, mais quand vous arrivez à l'endocrino, vous allez faire tout ça en détail. On n'a pas le temps pour tout expliquer. OK?
C'est un problème de récepteur, entre les gaffes, les récepteurs. Ok, c'est pas. C'est un peu compliqué à expliquer, mais on n'a pas assez de temps. Et vous avez le syndrome de féminisation testiculaire. Ça veut dire que les testicules, normalement, sont censés, c'est-à-dire avoir des taux d'ostradiol bas, enfin normaux, c'est pas normaux, mais bas par rapport à la femme. Mais dans ce cas-là, la testicule synthétise beaucoup d'ostradiol. Donc, ça s'appelle la féminisation testiculaire. Et c'est pas normal. Donc, beaucoup d'ostradiol chez un karyotype 46XY. C'est un truc de mutation des gènes et tout, d'enzymes qui transforment de la testostérone en ostradiol. Voilà. Les aménorrhées secondaires, donc pensez toujours à éliminer une grossesse. Mais sinon, il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent donner des aménorrhées secondaires, des endocrinopathies, les pathologies thyroïdiennes, comme je viens de dire, les pathologies surrénaliennes, l'hypercorticisme, les variations pondérales. Variations pondérales, c'est très important. Par exemple, les régimes drastiques qui peuvent induire à la cachexie, l'anorexie. Donc, ils sont responsables des aménorrhées secondaires. Parmi les facteurs qui sont responsables, c'est la leptine. Parce que quand il y a une diminution de la masse graisse, donc la leptine, elle diminue. On a vu dans le schéma de régulation que la leptine, c'est un stimulateur de la GnRH. Des fois, c'est médicamenteux. L'hyperprolactinémie, il y a des médicaments, surtout les neuroleptiques. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas fait encore les médicaments. Donc, il y a toute une classe de médicaments, par exemple les neuroleptiques, qui augmentent le taux de prolactine. Et la prolactine, qu'est-ce qu'on a dit, est un inhibiteur de la GnRH. Voilà. Il y a les contraceptifs. Les contraceptifs aussi, c'est médicamenteux. Ça donne des aménorrhées secondaires. Vous avez peut-être des origines utérines. Synéchie utérine, ça veut dire que c'est des petites hémorragies utérines, évidemment, qui sont responsables de ces aménorrhées secondaires. Après, processus infectieux, la tuberculose, d'autres germes, ils peuvent quand même avoir un effet traumatique de l'axe génital féminin et induire une aménorrhée secondaire. Donc, l'aménorrhée secondaire avec un taux d'ostradiol bas et FSH élevé, donc c'est toujours réfléchir à une cause, à une insuffisance qu'on appelle une insuffisance ovarienne. Donc, ça, c'est des détails, c'est pas la peine. Je vais sauter tout ça, hein, c'est des détails. Madame, quand vous sautez, on ne fait pas. On ne fait pas. On n'a pas le temps de tout faire. Non. L'hormonologie de grossesse, pour vous dire, l'hormonologie de grossesse, déjà, je l'enlève je ne vous poserai pas des questions sur ça. C'est juste, je vais vous expliquer quelques points importants au niveau de la grossesse. Le premier point important, c'est que la synthèse hormonale au niveau de la grossesse, elle est assurée par quoi? Le corps jaune après le placenta. Le corps jaune, voilà, le corps jaune après le placenta. Donc, le premier trimestre, c'est pour ça le premier trimestre, on dit c'est un trimestre qui est sensible parce que le corps jaune, c'est une petite glande, elle peut ne pas être suffisante pour synthétiser une quantité importante d'hormones. C'est pour ça la surveillance, elle est rigoureuse au niveau de cette phase-là. Donc, au niveau de la premier trimestre, c'est le corps jaune qui synthétise, mais le corps jaune, il est maintenu il est stimulé sous la CG placentaire. Donc, la placenta sécrète la CG. C'est pour ça que la CG est un marqueur de grossesse. Parce que juste à la fécondation, donc ça commence la sécrétion donc, de la CG. Et cette CG-là, donc, il va maintenir la synthèse des hormones par le corps jaune, les oestrogènes et la progestérone. Après, juste à la maturation du placenta, donc c'est l'unité phytomaternelle, materno-placentofétale qui prend le relais. Pourquoi on parle de l'unité materno-placentofétale? Parce que des fois, on a besoin des trois pour avoir un bon fonctionnement. Par exemple, il y a ici un truc. Ça, je l'ai expliqué. Un schéma, juste voilà, ce schéma-là. L'unité, on appelle materno-placentofétale.
Parce que le placenta, il va synthétiser, par exemple, recruter le cholestérol et le transforme pregnénolone. Après, pregnénolone va vers le fœtus pour synthétiser, il va utiliser les corticosurrénales des fœtus pour synthétiser le sulfate, les androgènes surrénaliens. Et les androgènes surrénaliens, donc, ils peuvent être transformés en autres androgènes via le foie. Ils reviennent vers le placenta et dans le placenta, donc, ils sont transformés en oestrogènes. OK? Après, une fois donc l'action elle est finie, donc ces oestrogènes-là, ils sont détruits et catabolisés par le foie maternel. Donc, c'est pour ça qu'il faut la collaboration des 3 unités pour une bonne synthèse des hormones au niveau de la grossesse. Mais sinon, cette partie-là, je la saute. Donc, pour les marqueurs biologiques de surveillance de la grossesse, de la trisomie, par exemple, durant la grossesse, donc, vous avez le stréol. Parce que le stréol, donc, je vous ai dit, c'est le marqueur de la vitalité fœtale. L'ACG, c'est le marqueur de la grossesse. Après, vous avez d'autres marqueurs. Donc, après, on peut élaborer des scores pour, c'est-à-dire un dépistage de la trisomie 21. Madame, vitalité fœtale, examen. Vitalité, comme quoi le fœtus, il est vivant. Vitalité, vivant. Okay. Le foie est un marqueur de vitalité fœtale. Madame. Oui. Madame, comment est-ce que l'hypercorticisme peut donner une aménorrhée secondaire? L'hypercorticisme, eh ben, oui. C'est les corticoïdes, ça freine après. Les corticoïdes, ils sont connus par après inhibition hypophysaire des neurones épiphysaires. Ça touche l'ACTH, mais indirectement après, ça peut induire l'inhibition même de la GNRH. C'est-à-dire le système neurologique qui peut être affecté même côté GNRH. C'est par des feedbacks. Des feedbacks, hein. Et même par des effets métaboliques. Hein. Il y a d'autres effets, bien sûr. Madame, du coup, la CTH, il peut agir sur le GNRH. C'est indirectement. C'est indirectement. C'est tout un mécanisme qui va après induire l'inhibition de la GNRH. Parce qu'il y a des molécules qu'on n'a pas citées. Hein. C'est la caspeptine. Il y a d'autres molécules qu'on n'a pas citées. Parce que on n'a pas le temps, c'est trop de détails. C'est tout un chapitre que vous allez... Parce qu'en biochimie, qu'est-ce que vous êtes censé apprendre en biochimie? Ce n'est pas tous ces mécanismes, vous allez les revoir en endocrino et même en cytologie, en physiologie. Beaucoup plus, c'est en physiologie que vous êtes censé faire ça. En biochimie, vous êtes censé apprendre les molécules, donc la synthèse évidemment biochimique des molécules, et les molécules qui sont devenues des marqueurs d'exploration de ces organes. OK? On ne peut pas tout faire parce que le volume horaire ne le permet pas. Madame. Madame, c'est la diminution ou bien l'élévation du cortisol qui induit une aménorrhée? Augmentation, syndrome de Cushing par exemple, et il induit une aménorrhée. On passe maintenant à l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais attendez, je réponds juste au téléphone. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi le syndrome de Cushing? C'était quoi votre question? La dernière, je n'ai pas entendu. Non, madame, je vous ai dit juste est-ce que c'est l'élévation ou bien la diminution du cortisol? Oui, c'est l'élévation. C'est l'élévation parce que généralement, quand on a augmentation de cortisol, généralement, dans beaucoup de cas, ça peut être accompagné d'une augmentation même des androgènes. Si c'est la maladie de Cushing, par exemple. Si c'est la maladie de Cushing. La CTH, elle va stimuler aussi la sécrétion des androgènes. Oui.
Si c'est un corticosurrénalum, on a dit que le corticosurrénalum, il est peut-être accompagné aussi de la sécrétion des androgènes. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux androgènes? Ils inhibent un GNRH, FSH, LH. Ça, c'est parmi les mécanismes, mais il y en a d'autres. Madame. Mais on l'a fait. Vous pouvez garder celui-là, puisque celui-là, on l'a fait déjà. Madame. On passe, oui. Quel est le marqueur vital du fœtus? Je vous ai dit, c'est le E3. Le E3. Le taux d'oestradiol. OK? Donc, l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc la plupart de cet axe-là, on l'a fait. On a fait déjà tout ça. Donc, c'est juste... je pense que vous avez fait ça en physiologie. C'est pas la peine de répéter. On l'a fait. Hein? On l'a fait, madame. Oui, on l'a Vous avez fait tout ça. Donc, le truc, l'hypophyse postérieure, antérieure. Oui. Hein? La structure. Oui, on l'a fait. Vous avez fait On tout l'a ça. fait même en anatomie. Donc, on directement l'anatomie, donc tout ça, je vais passer. Je vais passer directement à l'axe de l'ADH. Aux pathologies, directement. Tout ça, c'est parce que... Attendez. Madame, mais c'est pas vraiment détaillé. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? C'est pas vraiment. Oui, juste. Même ici, c'est pas détaillé. Même ici, c'est pas détaillé. Par exemple, attends, je reviens un peu en arrière. Hormones, c'est que, en fait, on va résumer. Même si on va passer, on va résumer. OK? C'est juste une révision pour vous. Donc, déjà, ici, comme vous voyez dans le schéma, donc ça récapitule l'axe l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, vous avez l'hypothalamus, donc qui sécrète des hormones. On les appelle des libérines et des hormones d'inhibition. Donc, comme par exemple la somatostatine et il y en a d'autres. Donc, les libérines, donc c'est pourquoi on les appelle les libérines? Parce qu'elles stimulent l'hypophyse pour sécréter des hormones périphériques, comme par exemple la TRH, la CRH, la GHRH et la GNRH, ça s'appelle les libérines. Et elle peut sécréter aussi des hormones d'inhibition, la PAH et la GHRH ou bien la somatostatine. Et elle peut synthétiser des hormones non tropiques parce qu'il y a des hormones tropiques et des hormones non tropiques. Quand je parle à l'hypophyse. L'hypophyse, elle synthétise des hormones tropiques et non tropiques. C'est quoi le mot tropique? Tropique, ça veut dire il induit une prolifération. Et la CTH, elle induit la prolifération de la corticocérénale. La TSH, elle induit la prolifération de la thyroïde. FSH-LH, elle induit la prolifération des ovaires, testicules et tout. Okay? Tout ça, ce sont des hormones tropiques. Elle peut augmenter. Exact. Elle synthétise aussi, l'hypophyse aussi, elle synthétise des hormones non tropiques, comme la GH et la prolactine. OK? Tout ça par l'anti-hypophyse. La post-hypophyse, parce que l'hypophyse, vous avez deux parties. Vous avez l'anti-hypophyse et la post-hypophyse. La post-hypophyse, elle ne synthétise pas des hormones, elle stocke uniquement. Elle stocke des hormones qui ont été déjà synthétisées par l'hypothalamus. C'est l'ADH et l'ocytocine. OK? Donc là, j'ai un schéma. C'est pas la peine, c'est la régulation. C'est pas la peine. L'anatomie, c'est pas la peine. La fonction. Il y a un schéma que... Madame, pourquoi la GH est une hormone non tropique alors qu'elle induit une croissance? Mais elle induit la croissance en général, mais elle induit pas la croissance du foie, par exemple. OK? Elle induit, en plus, c'est les GF1 qui a beaucoup plus des effets de croissance. C'est pas la GH directement. C'est pas la même chose. Hormone inhibitrice. C'est pas la vidéo, on va pas voir des questions sur ça, c'est ça? Non, quand on commence la DH, les généralités, c'est juste pour ne pas zapper quelque chose. En tout cas, le cours, je vous l'enverrai pour le lire. C'est juste ici, j'arrive à l'hypophyse, à l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus. Après, vous avez ici la tige. Comment s'appelle ça, la tige? Pituitaire.
Et vous avez l'hypophyse. L'hypophyse, vous regardez, il y a la partie l'adéno-hypophyse et la post-hypophyse. Qu'est-ce que vous remarquez pour la post-hypophyse? C'est une prolongation de Hypothalamus. Voilà, c'est une prolongation de l'hypothalamus dans l'hypophyse. Donc, il y a de la partie, la post-hypophyse, donc elle sécrète l'ocytocine et la DH. C'est des hormones hypothalamiques qui sont synthétisées ici, mais ils sont stockés là. Ils sont juste stockés. Ils sont pas, donc cette partie elle ne synthétise pas, elle stocke. Et vous avez l'adéno-hypophyse, elle synthétise des hormones tropiques comme la CTH, la TRH, la TSH plutôt, LH, j'ai tout cité normalement, et des hormones anthropiques comme la GH et la prolactine. OK? Donc, c'est ça le résumé que je voulais vous résumer. Après, on passe directement aux deux axes puisque vous avez fait la régulation. On a toujours expliqué les rétroactifs, c'est la même chose. Les non-tropiques, tropiques. Là, c'est une petit résumé des hormones tropiques. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ACTH-CH, on ne va pas le répéter. On l'a fait dans l'axe cortisol. Voilà, par rapport à la CTH, la synthèse de la CTH et tout. L'axe de la GNRH, on vient de le faire, donc on ne va pas le répéter. L'axe de la GH, on le fera après, mais on peut le résumer directement ici. La GH-RH, donc la GH-RH, donc la GH-RH, on l'appelle la somatolibérine. Donc, elle est synthétisée par l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse pour synthétiser la GH. Mais en même temps, elle sécrète la GH-IH, inhibition, qui inhibe la sécrétion de la GH. C'est la somatostatine. Mais cette somatostatine, il faut savoir qu'elle n'est pas synthétisée uniquement par l'hypothalamus. Elle peut être aussi sécrétée par l'estomac, au niveau de l'estomac, de l'intestin, de pancréas. D'ailleurs, on parle actuellement de l'axe neuro-endocrinien digestif. Parce que donc même le système digestif, il participe à la régulation de ces axes-là. OK? Après la GH, elle a des effets directs. Ça veut dire qu'elle-même, par exemple, des effets métaboliques comme sur le glucose, la néoglucogénèse, la lipolyse, la synthèse des protéines dans le muscle, l'absorption des acides aminés. Donc, tout ça, c'est les effets de la GH. Et elle a des effets indirects qui sont médiés par les GF1. Donc, si vous remarquez, par exemple, les actions de la GH, elle diminue l'absorption de glucose dans les cellules. Donc, elle augmente la glycémie, elle augmente la résistance à l'insuline. Elle augmente la néoglucogénèse. Donc, c'est à peu près comme l'effet de cortisol. Exact. Cortisol. Elle augmente la lipolyse. C'est quoi la différence avec le cortisol? C'est au niveau protéique. Au niveau protéique, c'est la GH, le contraire. Elle augmente la synthèse des protéines et elle augmente l'absorption des acides aminés. Donc, c'est pour ça la GH, elle augmente la masse musculaire. D'ailleurs, pour les sportifs, elle est considérée comme une substance dopante. Ça, c'est les effets directs. C'est-à-dire, GH, récepteur GH, il fait ça. Maintenant, la GH, elle peut avoir des effets indirects. Via quoi? Via les GF. Les GF, c'est quoi? C'est le facteur, on l'appelle aussi facteur de croissance analogue à l'insuline. C'est pour ça le I. I, ça veut dire l'insuline. Facteur de croissance qui ressemble à l'insuline. D'ailleurs, il peut se lier à des récepteurs de l'insuline. Les GF. OK? Donc, c'est celui-là qui stimule la croissance et il a des effets anabolisants au niveau du corps, la synthèse des protéines et tout. La régulation de la GH, donc qu'est-ce qui fait augmenter la GH? Vous avez... il a un effet hypoglycémiant. Oui, c'est contre, parce qu'il a un effet anabolique et en plus, il utilise le glucose parce que la croissance et tout. Et la GH, elle n'a pas un effet sur la croissance. Directement, normalement, si, elle a un petit effet sur la croissance directement, mais beaucoup plus via les GF. D'accord. Donc, la régulation de la GH, donc vous avez, qu'est-ce qui augmente la sécrétion de la GH? Vous avez l'exercice, l'activité physique, ok? Vous avez le sommeil profond, c'est pour ça qu'on dit le proverbe...
c'est-à-dire ok? Le sommeil, il provoque la sécrétion de la GH. La puberté, c'est pour ça, c'est après la puberté qu'il y a explosion de la croissance chez les adolescents. Parce que là, les hormones, tous ces changements hormonaux, donc ils induisent l'augmentation de la sécrétion de la GH. L'hypoglycémie, elle induit la synthèse de la GH. D'ailleurs, on verra après dans l'exploration, dans les tests dynamiques, c'est pas l'induction de l'hypoglycémie qu'on stimule la sécrétion de la GH. L'insuffisance rénale chronique, elle augmente la GH par accumulation. L'accumulation de la GH, c'est-à-dire elle n'est pas éliminée. Vous avez les hormones thyroïdiennes. Elle augmente la sécrétion de la GH. Vous avez, c'est pour ça, par exemple, en cas d'hypothyroïdie, on peut avoir, je ne sais pas ce que vous avez fait dans la thyroïde, un retard de croissance. Voilà. Vous avez les un anisme, exact. Vous avez les oestrogènes, les testostérones et l'exposition à court terme aux glucocorticoïdes. C'est-à-dire les corticoïdes, quand ils sont pris à un court terme, ils peuvent induire la sécrétion de la GH. Mais à long terme, ils inhibent la GH. Parce qu'à long terme, je vous ai dit, c'est l'effet inhibition neurologique qui peut toucher même les neurones GNRH. Vous avez la diminution de la sécrétion de la GH. Vous avez, si l'hypoglycémie, elle induit la sécrétion de la GH, évidemment, l'hyperglycémie, elle inhibe la sécrétion de la GH. Vous avez la GHIH, la somatostatine. C'est le premier, c'est l'inhibiteur spécifique, le régulateur spécifique de la sécrétion de la GH. Vous avez donc la n'est pas uniquement responsable de la teinture de la peau, mais la mélanine est un régulateur de sommeil, la mélanine est un antioxydant, la mélanine est un régulateur de la croissance cellulaire, donc elle a beaucoup de rôles, c'est-à-dire dont on parle vraiment très peu. La fonction, c'est qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le rôle de la prolactine? La prolactine, elle est normalement sécrétée par les cellules lactotrophes. Elle augmente la croissance de tissu mammaire, la lactogénèse. Elle inhibe la sécrétion de la GNRH. C'est pour ça qu'elle est responsable de l'inhibition de l'ovulation, de l'aménorrhée, de la galactorrhée chez le sexe masculin, si le taux de prolactine sont élevés chez le sexe masculin, et de la diminution. Oui. Il n'a pas eu هذه. يبغى يفيد مرة يفيد enfin يفيد جت الميدسين تفيد. Est-ce que je capable de langue? C'est bizarre, non mais. C'est la journée? C'est la semaine prochaine, le mercredi. Pour mercredi. On va le temps des spécimens. Voilà. Donc ça c'est un résumé de la fonction de GH et de la prolactine. Donc là, c'est juste des répétitions. Ah, je l'ai expliqué, c'est l'axe de la GH.
Attendez, j'étais en pathologie. L'axe pathologie. Attendez, c'est bon, voilà. C'est à partir de maintenant que... Il reste pas beaucoup. Attendez, je vais voir combien il reste. Il reste pas beaucoup, on est à la moitié. Donc, on va voir maintenant les pathologies qui peuvent toucher, c'est-à-dire l'axe hypothalamo-hypophysaire. Évidemment, vous avez vu l'axe de la CTH, l'axe de la TRH, l'axe de la GNRH. Et il nous reste l'axe de l'ADH, ocytocine et la GH prolactine. On va voir les pathologies et les explorations. Donc, les pathologies de l'axe hypothalamo-hypophysaire peuvent porter sur une ou plusieurs fonctions. Donc, on peut faire pour l'exploration. Toutes les hormones hypophysaires. C'est que l'hypophyse, elle ne synthétise aucune hormone. On parle dans ce cas-là de pont-hypopituitarisme. On parle d'insuffisance anti-hypophysaire sévère quand il y a un déficit de toutes les hormones, c'est-à-dire un déficit. Il y a une synthèse, mais qui est minime. Et on parle d'une insuffisance TSH qui reste normal. Madame, on n'entend pas. Hein. Oui, ça Non. Bah, ça coupe. Voilà. Madame, ça a coupé. Bon. Attendez alors. Attendez. Hein. Est-ce que je suis... Je pense et le partage? Oui, c'est juste ça a coupé le son. Et maintenant, c'est revenu. Oui. Donc, et d'une insuffisance modérée quand il y a un déficit de toutes les hormones, à l'exception d'une qui reste normale. Par exemple, la TSH. Et vous avez une insuffisance légère quand une seule hormone, uniquement un seul axe qui est malade. C'est-à-dire il y a une synthèse normale de la CTH, la MSH. Il y a par exemple la synthèse de FSH-LH qui sont atteintes. Ça, c'est des mots qu'il faut apprendre. Le pont-hypopituitarisme et les insuffisances hypophysaires sévères, modérées, légères. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les quatre. Après, là, par rapport à la GH, l'axe de la GH. Donc, comme on a dit, la GH est sécrétée par les cellules somatotropes hypophysaires. C'est une hormone non? C'est une hormone qui est non? Voilà, non-tropique. Voilà, qui peut agir directement via les récepteurs de la GH ou bien via la sécrétion hépatique de la synthèse de l'IGF. Voilà. Donc, la structure de la GH, donc c'est un peptide, un polypeptide. Le transport, elle présente un transporteur qui est le GHBP2. Voilà, le catabolisme, elle a une demi-vie à peu près de 20 à 30 minutes. Et les effets, on les a vus. Donc, les effets, on les a vus juste avant. Le dosage maintenant de la GH. Donc, pour les conditions préanalytiques de la GH, donc on peut les doser sur sérum. Le prélèvement se pratique le matin, au repos et de préférence à jeun. Mais il faut savoir que le dosage seul, unique de la GH est très peu demandé. Donc, dans la plupart des cas, on fait ce qu'on appelle un test dynamique de dosage de la GH. Donc, ce dosage, donc pour le test statique qui est un peu informatif, donc
elle est remplacée beaucoup plus par le test dynamique. C'est quoi le test dynamique? Ça veut dire on fait des tests soit de stimulation ou bien des tests de freinage. Quels sont les tests de stimulation de la GH? Vous avez 4. Vous avez les TT, l'hypoglycémie induite par l'insuline. Vous avez les tests aux acides aminés. L'arginine, par exemple, elle stimule la synthèse, la sécrétion de la GH. Vous avez le test glucagon, il sécrète la GH. Le test à la GHRH, ça c'est indirectement, c'est stimulant direct de la sécrétion de la GH. Vous avez le propanolol, qui est un bêta-bloquant, et vous avez la clonidine. Donc, c'est des molécules c'est des tests qui peuvent tous sécréter la GH. Et vous avez, des fois, on peut faire des tests couplés. Par exemple, GHRH plus acide aminé l'arginine. On peut coupler le glucagon et le propanolol. Et vous avez le test au GHRH isolé, ça veut dire juste GHRH tout seul. Mais il faut savoir que le test le plus pratiqué, c'est celui-là. C'est l'hypoglycémie insulinique. Ça veut dire qu'on donne de l'insuline. On injecte de l'insuline aux patients. Après, on fait des 5 prélèvements de GH. On fait un avant l'injection de l'insuline et d'autres 15 minutes après, au moment de l'hypoglycémie, 30 minutes après l'hypoglycémie, 60 minutes après l'hypoglycémie, et on examine les valeurs. Donc, comment on interprète maintenant les 5 valeurs de la GH obtenues après le test de l'insuline? Donc, comment on l'interprète? Donc, vous avez le seuil de 10 unités. Le seuil de 2 unités. Si on a une seule valeur qui est parmi les 5 qui est supérieure à 10, donc on élimine directement un déficit en GH. S'il y a une parmi les 10 valeurs, les 5 valeurs plutôt, donc elle est supérieure à 10, donc on peut éliminer un déficit en GH. Si maintenant les 5 valeurs, elles sont inférieures à 10, donc là, on est devant 2 situations. Soit c'est un déficit sévère, soit c'est un déficit mineur. Quand est-ce qu'on parle d'un déficit sévère? On parle d'un déficit sévère si les valeurs sont inférieures à 5 unités. Mais on parle d'un déficit mineur si les valeurs sont entre 5 et 10. OK? Ça, c'est par rapport au test de l'insuline. Vous allez le refaire en détail dans l'endocrino. Hein? Ils font que ça. Et vous avez le test de freinage. Le freinage, on va, à votre avis, si on induit la stimulation par l'insuline, donc le freinage, on va l'induire avec quoi? Le glucose. Le glucose. Donc, c'est ce qu'on appelle le test à l'HGPO. L'HGPO, c'est quoi? C'est l'hyperglycémie induite par ingestion orale du glucose. OK? Normalement, on est censé avoir, après l'HGPO, une baisse des taux de GH. Et on peut rajouter évidemment le dosage de l'EGF1 pour compléter l'exploration. Pour l'EGF1, donc sur les phases préanalytiques, donc de préférence plasma, et le jeune aussi il est facultatif, le dosage il est immunologique. Et pour l'interprétation, les normes, évidemment, c'est normal, elles sont très variables selon l'âge et le stade pubertaire. C'est normal que les taux de GF1 sont plus élevés à l'âge de l'adolescence, par exemple, par rapport à un âge avancé, c'est normal. Et que les concentrations sont très basses à la naissance et, évidemment, elle augmente fortement pour atteindre le pic à la puberté et elle diminue tout au long de la vie. Et la différence de l'IGF1 et la GH, c'est que les normes peuvent être légèrement différentes selon les techniques de dosage. Par rapport entre statique et dynamique, donc le test statique, donc il est suffisant. C'est pas comme la GH, on préfère pratiquer le test dynamique. Pour les GF1, le test statique, il est informatif. Donc, il est suffisant pour interpréter le taux des GF1, mais on peut quand même faire des tests dynamiques après injection de la GH, c'est-à-dire on va induire
les taux de GF1 par une injection de la GH. Tout ça pour rechercher quoi? Rechercher soit des excès de la GH ou bien des déficits de la GH. Quand est-ce qu'on peut avoir un déficit en GH? Donc, le déficit en GH, il est responsable de quoi, à votre avis? D'un nanisme. D'un retard, enfin, on parle en général d'un retard. On peut atteindre le nanisme, comme on peut avoir un retard, on parle en général d'un ralentissement de la vitesse de croissance. Okay? Et voilà, donc un ralentissement de la vitesse de croissance et qui peut être, c'est-à-dire le pédiatre doit éliminer tout d'abord et avant, généralement la GH, c'est le dernier axe qu'on recherche parce que vous avez vu ce retard de croissance avec les problèmes de la thyroïde, avec le Cushing, avec beaucoup d'autres problèmes endocriniens. Donc, le médecin il doit tout d'abord éliminer les malabsorptions si l'enfant il souffre d'un problème digestif, d'une maladie digestive, maladie de Crohn, maladie cœliaque, et que les nutriments n'arrivent pas à sa circulation sanguine, il peut aussi avoir un problème de croissance. Donc, avant d'arriver à explorer l'axe de la GH, il faut déjà éliminer les autres pathologies endocriniennes qui sont plus simples à explorer parce que l'axe de la GH il est plus difficile à explorer par rapport aux autres axes. Donc, il faut avoir éliminé un retard pubertaire, un Cushing, des malabsorptions, des maladies osseuses, ok? Ce diagnostic de GHD, de déficit en GH, donc peut, dans certaines situations, ne pas poser de problème. Existence de tumeurs ou d'une malformation de la région hypothalamo-hypophysaire ou bien d'autres déficits hypophysaires associés, mais peut être difficile en particulier lorsque le GHD il est isolé. Donc, ça, c'est le Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire le retard de croissance, il est facile à diagnostiquer quand il est associé aux autres pathologies endocriniennes par rapport à quand il est associé à la GH. Quand il est associé à la GH, c'est très difficile de mettre en évidence un déficit en GH. OK? D'ailleurs, même dans l'interprétation, elle est difficile. On fait 5 dosages, après dans les 5 dosages, c'est un seul test. C'est-à-dire, c'est vraiment, des fois, il y a des situations où c'est très difficile de se prononcer sur un déficit en GH. Parce qu'il y a des fois des retards de croissance qui sont idiopathiques, qui sont génétiques. OK? Le dosage aussi, donc, on peut aussi diagnostiquer donc, soit un défaut de GH ou bien une insensibilité à la GH. C'est que la GH, elle est sécrétée normalement, mais c'est quoi une insensibilité de la GH? Problème au niveau récepteur. Au niveau de récepteur. Et dans ce cas-là, le taux de GH sont comment? Élevé. Normaux bien élevés. On peut avoir des taux normaux, hein, mais entre normaux et élevés, c'est pas bas. C'est pas comme dans le cas déficit en GH. Déficit en GH, ça veut dire qu'il y a une baisse de concentration de la GH. Mais insensibilité à la GH, ça veut dire que les taux, donc, ils peuvent être augmentés ou bien légèrement augmentés. Mais on a un problème au niveau des récepteurs. Et là, on peut distinguer deux cas de figure, le nanisme de Laron et l'insensibilité partielle à la GH. C'est quoi la différence? Dans les deux cas, le taux de GH est presque élevé. La différence, c'est que le taux de GF1, il est effondré dans le nanisme de Laron et il est légèrement bas dans l'insensibilité partielle à la GH. Et la différence la plus importante, c'est la réponse au test de GH. Quand on fait un test de GH pour stimuler le foie, pour synthétiser les GF1, dans le nanisme de Laron, pas de réponse. OK? Mais dans l'insensibilité partielle, le foie, il répond à ce test de GH, il synthétise les GF1. C'est ça la différence entre les deux types d'insensibilité à la GH. Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire, la différence, c'est dans la réponse du foie. C'est le foie qui reçoit la stimulation par la GH. C'est ça. Dans le nanisme de Laron, c'est-à-dire même si je stimule le foie ne synthétise pas les GF1. Mais dans l'insensibilité partielle, donc le foie, il répond à la sécrétion de la GH, le test de la GH, et il synthétise de l'EGF1. Ça veut dire que c'est des récepteurs qui étaient peut-être cachés, qui n'étaient pas peu mal exprimés. On parle de trucs d'endormissement de certains organes. C'est comme le cas, par exemple,
quand on a parlé de la corticosurrénale après une corticothérapie prolongée et qu'avec un test de sénactène retard, on peut réveiller la surrénale. C'est à peu près ça. Des fois, le récepteur, il est là, il n'est pas malade, mais c'est-à-dire il a besoin d'être stimulé par une bonne quantité de l'hormone pour redevenir actif. Non. Non, c'est voilà. Donc, vous avez sinon, on a les hypersécrétions. Donc, ça, c'est les déficits de GH. Maintenant, on a les hypersécrétions de la GH. C'est-à-dire, c'est l'acromégalie. Ça, c'est le contraire. C'est un excès de croissance. Et quand l'individu il souffre des taux de GH élevés, ou bien une augmentation de l'IGF-1, donc on peut avoir deux situations cliniques. Si la GH élevée, donc elle survient à un âge, c'est-à-dire très bas, chez l'enfant. Donc elle va induire quoi? Elle va induire ce qu'on appelle gigantisme. Tous les organes, ils vont croître. Donc, la croissance, elle va toucher tous les organes, les os et tout. Donc, il va avoir ce qu'on appelle un gigantisme. Mais si les taux de GH, ils surviennent à un âge adulte. Acromégalie. Donc là, c'est juste quelques parties du corps qui vont, par exemple, les mains, les pieds. La mâchoire. La mâchoire, exactement. Quelques parties du corps qui vont augmenter. Les concentrations, ils vont généralement de GH supérieures à 20 milliunités par litre dans 90% des cas. Le diagnostic donc repose sur la mise en évidence d'une GH élevée non freinable par la GPO. C'est le test de freinage qu'on fait la GPO, mais la GH, elle reste élevée, plus augmentation des taux de l'IGF-1. L'axe de la prolactine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la prolactine? Donc, la prolactine, je vais dire quelques mots uniquement. Pour la fonction et tout, on a parlé. Pour les pathologies, donc vous avez l'excès de la sécrétion. On parle beaucoup plus des excès de la sécrétion de prolactine et pas de défaut de prolactine. On parle plus de l'excès de synthèse. Les pathologies, beaucoup plus, c'est les excès de synthèse de prolactine qui peuvent être, la cause de ces excès de prolactine peuvent être évidemment liés à l'hypophyse ou bien par des stimulations hormonales, par exemple en cas d'hypothyroïdie qui sécrète la synthèse de prolactine. Mais quand c'est hypophysaire... Madame, chez la femme enceinte uniquement ou bien en général? En général. Chez la femme enceinte, elle est physiologique. L'augmentation de la prolactine, elle est normale, elle est physiologique. OK? Mais on peut avoir des taux de prolactine élevés chez le sexe masculin et chez une femme qui n'est pas enceinte, qui est due soit à des problèmes hormonaux, par exemple une hypothyroïdie, elle peut induire une augmentation de taux de prolactine, soit à des adénomes hypophysaires, c'est-à-dire au niveau de l'hypophyse, il y a des adénomes, c'est des tumeurs qui sécrètent beaucoup de prolactine. OK? Donc, c'est beaucoup de prolactine. Et il faut savoir que pour l'exploration, on dose la prolactine. Mais des fois, cette prolactine, la prolactine au niveau de la circulation générale, elle peut se lier à d'autres prolactines ou bien à des immunoglobulines qui va donner Donc, on a la prolactine monomérique, ça veut dire une seule chaîne de prolactine. On a la prolactine di- ou bien trimérique, on l'appelle la big prolactine. Et on a une hétéromultimérique, ça veut dire une macroprolactine qui peut être liée à des immunoglobulines. Donc, pour l'activité biologique, vous avez la big prolactine, appelée encore macroprolactine, elle est bio-inactive. La dimérique, très faiblement active, et la plus active, évidemment, c'est la monomérique. C'est quoi le problème ici? C'est que dans certains cas, on fait un dosage de prolactine, on le trouve très élevé, mais il n'y a pas de signes cliniques qui accompagnent cette prolactine élevée. Il n'y a pas de galactorée, il n'y a pas d'aménorrhée, il n'y a rien du tout. OK? Pour la femme, par exemple, et même pour l'homme. Donc, il y a des taux de prolactine élevés. Donc, c'est dans ce cas-là, quand il y a une discordance entre la biologie et la clinique, qu'on pense
à la big prolactine ou bien à la big prolactine. Sinon, si le taux il correspond, c'est-à-dire il y a une concordance entre le taux de prolactine et les signes cliniques, dans ce cas-là, vous pouvez, c'est-à-dire suspecter, évidemment, en cas de grossesse, c'est la lactation, c'est normal, mais on peut suspecter, c'est-à-dire d'autres axes hormonaux comme l'axe de la thyroïde, ça c'est les effets de la prolactine, on les a déjà cités, ou bien les adénomes, les adénomes qu'on appelle aussi les prolactinomes. Et ces prolactinomes-là, on peut les différencier parce que l'adénome à prolactine, on a des adénomes bénins et des macroadénomes, donc des microadénomes et des macroadénomes. Et la distinction entre un microadénome et un macroadénome, donc elle peut se faire par imagerie, comme elle peut se faire par des taux de prolactine. Un taux de prolactine qui dépasse les 200 microgrammes par litre est beaucoup plus en faveur d'un macroadénome. Et un taux de prolactine inférieur à 200 microgrammes par millilitre est en faveur d'un microadénome. On va essayer de comprendre ici l'arbre d'exploration. En cas d'hyperprolactinémie, chez l'homme supérieur à 15 microgrammes et chez la femme supérieure à 25 microgrammes, donc on va voir le taux, il est à combien? S'il est inférieur à 100 microgrammes. Donc, il faut exclure déjà une big prolactinémie ou bien une big prolactinémie, ce qu'on appelle une macroprolactinémie. Si elle est l'hyperprolactine, on exclut la big prolactine, c'est-à-dire il n'y a pas de big prolactine ni de big prolactine. Donc, dans ce cas-là, c'est une hyperprolactinémie vraie. Donc, après, dans ce cas-là, il faut exclure les causes qui induisent une augmentation de la prolactine, l'hypothyroïdie pour la TSH, une grossesse par un test de bêta-HCG, l'insuffisance rénale, parce que l'insuffisance rénale, elle induit par accumulation de taux de prolactine par le taux de créa. Et certains médicaments, je vous ai dit, il y a des neuroleptiques qui augmentent la prolactine. Donc, si tout est négatif, donc, c'est d'autres causes de l'hyperprolactinémie. Si les taux sont, si cela est négatif, donc on va penser aux adénomes. Donc, on va penser à l'adénome à prolactine. Donc, dans ce cas-là, donc, on réalise des imageries on va examiner le taux de prolactine. Donc, pour voir est-ce que c'est un microadénome prolactine ou bien c'est un macroadénome prolactine. Des fois, c'est idiopathique. Des fois, c'est des taux de prolactine qui sont élevés d'une façon idiopathique. Il faut savoir que le taux de prolactine, il est très, très influencé par le stress. OK? Madame, quand on dit idiopathique, qu'est-ce que ça veut dire, idiopathique? Idiopathique, ça veut dire on n'arrive pas à trouver, on a tout exploré, on n'a pas trouvé la cause de cette élévation de la prolactine. Ah, d'accord. Et des fois, c'est le stress, quand c'est une élévation légère, par exemple. Le stress, la prolactine, elle est très sensible au stress. OK? Donc, elle est très sensible au stress. Les tests dynamiques de dosage prolactine, c'est le test à la TRH. Donc, on peut stimuler par la TRH pour voir la cause. S'il est négatif, si le test, normalement, il y a un pic entre 30 à 60 minutes. Voilà, si le test il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas une grande différence avant le test et après le test. Ça veut dire que c'est un adénome en prolactine, sécrétion autonome. S'il est positif, ça veut dire que c'est d'autres causes. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou bien on va continuer la DH. Ou bien on va laisser. On va les. On ne peut pas avoir une séance avant jeudi puisque vous voulez libérer jeudi. Madame. Il me reste uniquement la DH, un peu là, tout ce qui est adrénaline, c'est même pas une demi-heure. ADH qui fait une demi-heure. Donc après, on va faire 3 cas cliniques. Donc en tout, il nous faut 2 heures, une séance de 12 heures et c'est tout, et on finit. Les catécholamines, on ne fait pas.
On ne fait pas. Si, on va les faire, mais après, je vais vous limiter pour les cours, peut-être, pour l'examen. Je vais voir quelle est la partie que je vais enlever. Est-ce que c'est les catécholamines ou bien l'axe de l'ADH, ou bien on verra. Mais il faut me trouver une séance de 2 heures avant jeudi. Et si vous n'avez pas le temps, on va la laisser jusqu'à jeudi en classe. Madame, on peut avoir le cours aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Madame, on fait une séance avant jeudi. Mardi, madame. Une pause et on reprend. Mercredi, c'est possible? Oui, madame. C'est possible mercredi. Hein? On va faire aujourd'hui. Oui, c'est mieux aujourd'hui. Vous voulez qu'on continue mais pas maintenant. Mais problème, vous avez cours, elle m'a dit, votre... Oui, on a... À quelle heure? On a physiologie, à 16h. 16h. 16h moins 2h, mais je ne serai pas fatiguée. Demain. Et demain, Emino. Demain, à quelle heure? À 9h. 1h. On fait ça. Demain l'après-midi. Demain l'après-midi, oui, c'est possible. On a histoire à 16h. À 13h. Demain à 13h. Oui. Ok. Ok, d'accord. Histologie. Mais demain, on a histologie. Ah, madame, les loups, Et ce soir, vous n'êtes pas... Madame, on fait ce soir. On fait ce soir. Après, À 18h. Hein? Pas à 17h, non, pas à 17h. Avec mes filles, c'est pas possible. C'est à 20h. Madame 20h. Alors là, moi qui le propose. Madame, on fait à 20h, mais on fait les cas cliniques. Ah ouais. Continue. Ouais, vous savez, on le laisse soit pour demain ou bien pour jeudi. Vous avez le temps quand même. Jeudi en classe. On le laisse pour jeudi en classe. Moi, jeudi, madame, Bzef pour jeudi, bzef. Au moins mercredi. Aujourd'hui à 14h. Je suis à l'hôpital, normalement, je suis d'astreinte. Déjà, normalement, je dois. Le correctif, c'est mes collègues qui m'ont remplacé. Je suis à l'hôpital. C'est pas possible. Donc, vous savez comment? Vous avez proposé mercredi, ça m'arrange. Mercredi l'après-midi. Oui, d'accord. Mercredi. Oui. Mercredi à 1h, on finit tout avec des cas cliniques. Inch'Allah, on finira tout. Ok, rendez-vous mercredi, Inch'Allah, à 1h. Madame, les stéroïdes. Madame? Les stéroïdes, vous n'allez rien enlever dans les stéroïdes. Si vous enlevez quelque chose, c'est... Si, je vais limiter tout ce qui est hypophysaire, tout ce qui est... Madame, vous pouvez... Alors, on enlève le titre hormone de grossesse. Avec les catécholamines, je vais vous le faire rapidement, Ken. Les catécholamines aussi, je ne vais pas l'inclure. Mais les stéroïdes, on doit les maîtriser, stéroïdes. Oui, les stéroïdes, c'est... Madame, et l'axe? Les axes, vous les avez fait, tout ce qui est FSH, les détails. Non, les biologies, genre les effets. Biologie, les pathologies et tout. Tout ce qui est synthèse hormonale, c'est inclus. Sauf l'hormonologie de la grossesse, l'axe des catécholamines, voilà. Après, ADH, prolactine, GH, obligé. Mais si on l'a fait résumé, on n'a pas fait des détails. On n'est même pas rentré dans les détails. C'est un résumé, oui. Okay. Donc, le cours de catécholamine, c'est ça. Mais je suis obligée de le faire. D'accord. Ok, et on fera quelques cas cliniques. C'est rapide en tout cas, c'est un cours de 20 minutes juste pour avoir des notions, c'est tout. Anna? J'ai une question. Le cortisol, la cortisol augmente la lipolyse. Et augmente quoi? Lipolyse.
Elle augmente toujours la lipolyse, pas uniquement à forte dose. D'accord. Ok, allez, à mercredi, Inch'Allah. Madame. Oui. Madame. Oui. Est-ce que l'hypocalémie inhibe l'aldostérone, la sécrétion de l'aldostérone? Non, l'hyperkaliémie, elle induit la sécrétion, mais l'hypokaliémie, elle inhibe pas. Voilà. Elle n'a pas d'effet. C'est pas qu'elle inhibe Elle n'a pas d'effet. C'est pas qu'elle inhibe pas. C'est question. Il y a d'autres facteurs qui sont plus importants que l'hypokaliémie. Par rapport à la volémie, tout. Ok. Tu as compris. Ouais. Madame. Madame, l'administration des glucocorticoïdes, est-ce qu'elle provoque un hypercorticisme ou bien clinique? Non, cliniquement, elle a des effets cliniques parce que les corticoïdes vont se lier sur les récepteurs de cortisol. On va avoir les effets cliniques d'un hypercorticisme. Mais quand on dose le cortisol, on va le retrouver bas. Oui, madame, mais elle va induire un hypocorticisme secondaire. Tu parles bizarrement secondaire. Genre, les glucocorticoïdes vont exercer un feedback sur l'hypophyse. Puis il n'y a pas sécrétion d'ACTH. Au contraire, le syndrome de Cushing, on l'appelle iatrogène. Iatrogène, donc, c'est-à-dire... Madame, on l'a mentionné dès la partie les hypocorticismes secondaires. Et l'hypocorticisme secondaire, parce que sur les effets, regardez pourquoi un secondaire ira. Parce que pour les effets, le cortisol, c'est-à-dire on peut pas dire, on peut ni le classer iatrogène, ni primaire, ni secondaire, ni tertiaire. On l'appelle iatrogène. Parce que le cortisol n'est élevé, ne provient ni parce que l'hypothalamus sécrète beaucoup de CRH, ni parce que l'hypophyse sécrète beaucoup de CTH, ni par rapport à la corticosurinate. On l'appelle iatrogène, ni primaire, ni secondaire, ni tertiaire. Mais par rapport à l'hypocortisolisme, tout cortisol qui est bas, on l'appelle secondaire à l'air, parce que c'est par rapport à l'effet des corticoïdes. Parce que le corticoïde fait un rétrocontrôle au niveau de l'hypophyse. D'accord. Mais on aura les symptômes de Cushing. Mais madame, si on doit le classer, c'est une clinique qui est important. C'est un syndrome de Cushing, c'est un hypercortisolisme, c'est les effets. C'est un syndrome de Cushing iatrogène. D'accord. Donc, on ne va pas le classer parmi les hypocorticismes secondaires. Mais c'est un syndrome de Cushing. On ne va pas parler d'hypercortisolisme, syndrome de Cushing. Tu n'as pas le droit de dire hypercortisolisme. Donc, juste syndrome de Cushing. Il n'y a pas de cortisol élevé, parce que hypercortisolisme, ça veut dire que le taux de cortisol est élevé. D'accord. Ok. Ça va dire syndrome de Cushing iatrogène, parce qu'il n'y a que les signes cliniques, mais le taux de cortisol est bas. D'accord. Si tu parles de cortisol, tu es obligé de dire hypocorticisme, parce que le taux de cortisol est bas. Ok. Madame, pour la conduite à tenir biologiquement devant une hyperandrogénie chez la femme, on n'a pas fait. On ne va pas faire. Conduite à tenir biologique devant une hyperandrogénie chez la femme. Si, on a dit, c'est le dosage. Si, hyperandrogénie, c'est le dosage de la testostérone, de delta-kétandrostène comme marqueur ovarien, de sulfate DHEA comme marqueur surrénalien et 17-hydroxyprogestérone comme marqueur génétique. Si je l'ai fait normalement. Non, parce qu'ici, dans le cours, il y a des schémas. Genre à suivre. Si la testostérone est élevée à 100... c'est des protocoles qui changent avec les recommandations. Mais le principe des marqueurs, c'est ça. D'accord. On doit s'arrêter. Madame. Oui. C'est juste une question. Vous avez mentionné le syndrome de féminisation testiculaire, mais je ne l'ai pas trouvé dans le cours. Parce que c'est un détail peut-être. J'ai mis que les pathologies principales. Féminisation testiculaire, ça veut dire que les testicules elles produisent beaucoup d'oestrogène plus qu'il le faut. D'accord, merci. Madame. Quand on dit test négatif, donc il n'y a pas eu réponse à ce test.
C'est-à-dire, on n'a pas un test négatif, en général, ça veut dire qu'on n'a pas eu le résultat attendu. Donc, pathologique. C'est pathologique. Madame, j'ai une question à propos de la thyroïde. Thyroïde, c'est pas mon cours. Oui, mais on ne verra plus docteur Dahmani. Je sais pas. Vous envoyez la question par mail parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vous a. J'ai peur de vous induire en erreur. Tu poses la question, je vais voir. Est-ce que tu ne peux pas envoyer chez elle ou bien. D'accord. En cas de l'hyperthyroïdie, iatrogène causé par la prise de l'amiodarone. Ensuite, l'amiodarone a réglé le problème cardiaque, c'est bon. Je ne sais pas, est-ce que c'est un traitement à prendre à vie ou bien juste la fréquence cardiaque elle s'est établie, on l'arrête. Du coup, on peut régler l'hyperthyroïdie par l'arrêt de l'amiodarone. Généralement, c'est des protocoles courts. Généralement, c'est des protocoles courts. L'amiodarone. Et je ne sais pas, est-ce que l'arrêt de ce traitement va régler... Bien sûr, après une fenêtre thérapeutique, le thyroïde, des hormones thyroïdiennes, ils reviennent à la normale. Sans prise du carbimazole. Après, ça dépend le taux, ouais. Ça dépend le taux qu'elles engendrent, mais sans prendre le carbimazole, ça revient à la normale. D'accord. Madame. Merci. Madame, les 17 alpha-hydroxystéroïdes. On les a fait comme glucocorticoïdes, qui sont des glucocorticoïdes. 17 hydroxy 17 hydroxystéroïdes. Ah, les catabolites. Non, c'est écrit 17 alpha-hydroxystéroïdes ou appelés glucocorticoïdes. Et parce que ce sont des catabolites des glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, ils donnent comme catabolites les 17 hydroxystéroïdes et les 17 cytostéroïdes. Oui. Alors que les androgènes, ils donnent uniquement les 17 cytostéroïdes. C'est comme ça qu'on faisait la différence entre les deux. Avant, c'est-à-dire quand, par exemple, la personne souffrait de syndrome de Cushing, pour voir ce qui est une sécrétion uniquement d'androgènes, ou bien androgènes plus c'est-à-dire on examine ces catabolites. Quand on trouve uniquement les cytostéroïdes, ça veut dire que c'est des androgènes uniquement. Mais quand on trouve hydroxystéroïdes et cytostéroïdes, ça veut dire que c'est le glucocorticoïde et peut-être il y a des androgènes à l'intérieur. C'est-à-dire il y a une hyperandrogénie associée. D'accord. OK? Madame, quand on dit les ostradioles chez l'homme, 20% cellules sertoli, 80% conversion périphérique, c'est des androgènes, mais en faible quantité. Oui, 20. Mais c'est un pourcentage. C'est-à-dire même si on a 1 microgramme, 20% de ces 1 microgramme, il provient, 80% de ce 1 microgramme, ça provient. D'accord. Madame, pour les aménorrhées secondaires, on va retenir uniquement le premier cas et le deuxième cas. Il faut juste, dès que la partie gars, je ne vais pas me casser la tête. Vous allez refaire tout ça parce que c'est clinique, c'est pas biochimique. Est-ce que vous avez compris? C'est clinique. Vous n'avez pas, je ne peux pas entrer dans les détails cliniques alors que vous n'avez pas encore fait de la sémio, vous n'avez pas... Je vais me casser beaucoup ma tête et peut-être vous n'allez rien comprendre. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes en deuxième année. Vous êtes encore au stade d'apprendre les molécules, les mécanismes et tout. Alors, après, tout ce qui est clinique, détail clinique, ça sera fait après la sémio, pas avant la sémio. Madame, du coup, en pathologie, on retient quoi? Les pathologies J'ai expliqué les grands axes. Les grands syndromes, les grands trucs. Madame, pour les hormones sexuelles féminines. Pour l'aménorrhée secondaire avec bilan hormonal normal. Est-ce qu'on doit apprendre tous ces détails? Non. Merci. Pas assez. Vous focalisez sur les origines et le mode de synthèse des hormones féminines, c'est tout. Donc, les pathologies. Je dois vous quitter à mercredi, Inch'Allah. OK? Ouais, ça. Merci, madame.